Bonjour tout le monde à ce troisième webinaire Regard croisé franco-belge organisé par IDE et Belfa. Moi-même, Tania Barella, je suis la directrice de Belfa, Belgian Facility Association. Nous sommes l'association nationale belge pour le Facility Management. Nous avons plus ou moins 1050 membres. Chez nous, les membres sont individuels, ce sont vraiment des personnes. Et en Belgique, on a bilingue, on a néerlandophone et francophone. Et on est très heureux de pouvoir collaborer avec IDE, l'ancien ARSEC, pour les Belges qui ne le savaient pas, mais Béatrice va expliquer un peu plus là-dessus. Comme j'avais dit, c'est le troisième webinaire qu'on organise ensemble et je veux remercier déjà à l'avance les intervenants et notre modérateur, Frédéric. Je vais laisser la parole à Béatrice. Je vais juste dire aux gens encore que vous êtes tous sur mute. Si vous avez une question que vous voulez poser à un des intervenants, vous pouvez le poser dans le chat et on fait sorte que Frédéric le voit et qu'il peut le poser aux gens. Béatrice. Merci voilà. Tania. Bonjour à tous. Moi, je suis la présidente de l'ARSEG IDE des Hauts-de-France. Effectivement, l'ARSEG est en train de changer de nom pour un nom peut-être plus en lien avec les nouveaux environnements de travail, inspirer et développer les environnements de travail. L'association française compte plusieurs organisations régionales, donc j'anime avec un bureau, notamment, je crois que Marc est là, et en photo, en petite vignette ce matin avec nous, donc qui fait partie du bureau. On a certainement d'autres personnes, j'ai vu Karine aussi qui s'était connectée. On est un petit bureau bien actif sur les Hauts-de-France et nous organisons des événements tous les mois et très heureuse pour ce troisième webinaire avec Belfa, très heureuse de cette collaboration qui a démarré il y a une grosse année maintenant. Merci effectivement aux intervenants et merci aussi à Frédéric qui anime pour la troisième fois de je ne sais où ce webinaire. Et puis merci beaucoup à Belfa parce que en l'occurrence Belfa œuvre beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Ben voilà, je pense que je vais prendre tout doucement la parole. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Hein, je suis directeur du département Real Estate et Facilities pour le groupe Euroclear. Donc, le Euroclear est une société dans le monde financier. Pour le résumer, c'est un petit peu la banque des banques. Nous avons 28 sites dans le monde, mais nous sommes une société belge. Et donc, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, ce webinaire, parce que pour moi, c'est un thème qui me prend au cœur. Pourquoi? Parce que moi, je suis marié et avec une dame qui travaille dans les ressources humaines. Donc, vous pouvez imaginer que nous avons des soirées où nous partageons soit des éléments en commun ou soit des contraintes que nous rencontrons d'un côté comme de l'autre. Et donc, c'est comme ça que, voilà, celui-ci est un petit peu plus particulier que les autres. Malheureusement, mon épouse ne pouvait pas participer à celui-ci, mais elle est hyper attentive à vouloir regarder l'enregistrement certainement les prochains jours. Donc, je dirais maintenant, Sophie, nous allons laisser d'abord la parole aux dames, si tu pouvais te présenter. Bonjour à tous, donc Sophie Lebosque, je suis directrice de l'environnement de travail, donc côté français, au sein de la société Verspiren. Donc nous sommes courtiers en assurance et dont le siège est basé à Ouascal. Donc
Je pense que certains d'entre vous connaissent l'entreprise Verspiren, puisque entreprise familiale historique qui a été créée en 1880 par Alfred Verspiren, et c'est toujours la famille Verspiren qui est à la tête de l'entreprise. Merci beaucoup, Sophie. Donc, avant de passer la frontière, peut-être Philippe. Oui, bonjour, Philippe Buzine. Donc, moi, je suis directeur Facile Management à l'IESEG, une école de commerce qui a un campus sur Lille, un campus sur Paris. Donc voilà, je serais content de collaborer et d'essayer de vous donner un éclairage sur l'interaction chez nous, RH-FM. Merci beaucoup, Philippe. Ben voilà, donc on va maintenant aller de nos côtés compatriotes belges. Beau. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors, je m'appelle Beau Arfaoui, je suis le responsable des services généraux et de l'immobilier au sein de l'entreprise Thalys International. Un vrai regard franco-belge parce que je gère en fait la France et la Belgique au sein de cette entreprise depuis 2014. Une dizaine de bâtiments dans les deux pays, principalement à côté des deux gares, la gare du Nord à Paris et la gare de Bruxelles-Midi, à Bruxelles. Et on est en train de se marier avec l'entreprise Eurostar pour justement devenir un peu plus grand et donc faire face à la concurrence. Est-ce que c'est Andy Naves, je suis responsable du Workplace et du Soft Services chez GSK, donc pour la partie belge. Soft Services, c'est tous les services relatifs aux personnes. Donc, ça va être le catering, l'audiovisuel, le mailroom, etc. Et la partie Workplace, c'est tout ce qui est aménagement et optimisation des espaces de travail. Du sujet. Et donc, je vais poser peut-être la première question et je vais la poser à Sophie. Donc, lorsque l'on regarde la collaboration entre notre département Facilities et RH, quelles sont de ton côté les contraintes que tu rencontres, mais surtout aussi dans quel domaine? Alors, effectivement, on l'a évoqué déjà un petit peu entre nous, mais jusqu'à présent, on avait toujours un peu tendance à travailler un peu en silo, et notamment au niveau des services supports. D'un côté, l'environnement de travail, les services généraux, la direction financière, l'IT et les RH. Et aujourd'hui, on le voit notamment avec l'évolution des modes de travail. On ne peut plus faire les uns sans les autres, d'où l'importance effectivement d'échanger et de travailler sur des projets, des sujets communs, et notamment avec les services RH. On l'a vu notamment avec la crise sanitaire qu'on a pu connaître ces dernières années, le développement fort du télétravail, un peu par la force des choses, mais aujourd'hui, c'est rentré dans les habitudes. Et c'est vrai que généralement, les accords de télétravail, en tout cas chez Verspiren, ont été établis au sein de la RH et avec la direction. On avait tendance à un petit peu oublier l'environnement de travail ou les services généraux, notamment dans les aménagements pour les collaborateurs en termes de mobilier. Voilà. Aujourd'hui, ça a pu être des freins par le passé, mais ce sont des sujets sur lesquels on avance désormais ensemble. Et pour lesquels l'environnement de travail, en tout cas, est beaucoup plus sollicité qu'il n'a pu l'être par le passé. Ok. Beau, de ton côté, par rapport à Thalys? Les contraintes. Et c'est Oui. vrai qu'il faut dire qu'il y a plusieurs contraintes lorsqu'on parle de la collaboration entre ressources humaines et FM. Et la base doit être une bonne communication. Le DRH a un regard spécifique des choses. Le CFO a un autre regard. Je crois qu'il est important que ces deux personnes parlent régulièrement afin qu'on puisse être capable de définir une stratégie commune et parler justement de ces contraintes. Les contraintes, c'est la gestion de nos environnements, de notre environnement de travail, la gestion effectivement de tout ce qui est politique de télétravail.
il y a aussi le sujet de la mobilité qui est fort présent de nos jours et qui doit être un peu plus flexible et répondre aux enjeux post-Covid. Et bien évidemment, une collaboration entre ces deux départements est primordiale pour qu'on puisse effectivement offrir des bonnes conditions de travail à tout le monde et augmenter le bien-être au sein de nos locaux. Voilà, donc ce sont un petit peu les contraintes auxquelles on est confronté aujourd'hui au sein de notre société. Merci Beau. Andy, chez GSK, quelles sont les contraintes que tu vois le plus? Les contraintes, je pense qu'elles ont été évoquées auparavant. Ici, c'est comment la compagnie, en tout cas comment la direction nous demande de travailler. Et c'est plus, on avait comme Sophie l'a expliqué, les accords télétravail qui étaient HR, puis la logistique, etc., qui étaient FM. Aujourd'hui, vu le travail hybride, ces deux départements doivent travailler en synergie. Et donc, c'est comment on trouve le meilleur des deux mondes pour répondre à la fois à la logistique sur site, mais aussi à la logistique hors site, qui est maintenant, quand on parle d'environnement de travail, ben, il y a la maison, il y a les satellites, et puis il y a le bureau. Et c'est là-dedans qu'on est en train de travailler. Après, on pourra développer un peu plus, mais on est même maintenant en train de faire vraiment un pilote avec HR, donc nos deux départements, à savoir comment on va travailler pour plus loin aussi, parce que ça a un impact sur le métier de nos accounts. Donc, dans le monde du workplace, le métier en fait des accounts évolue aussi et comment on va accompagner cette transition dans une bonne synergie commune. Mais les contraintes sont liées au change management aussi et voilà, on pourra y revenir. Un regard que vous n'avez pas évoqué, qui est plus lié à la notion d'ERP qu'on a, nous, en tant qu'accueilleurs du public. Hein. On accueille des étudiants ou d'autres, comme Marc, accueillent des lycéens. Moi, le télétravail a amené une vraie problématique de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je sais qu'il ne faut pas que je fasse un exercice d'évacuation parce que je n'aurai personne pour faire serre-fil ou guide-fil. Le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est pas la peine. Hein. Je pense que partout, on voit que les gens travaillent le mardi, le jeudi. Et c'est un vrai débat finalement aujourd'hui dans l'accompagnement d'une évacuation, c'est de savoir qui est présent et qui l'est pas. On a ce même débat pour savoir les secouristes, qui est présent et qui l'est pas. Et ça, je suis en train d'essayer de travailler avec la RH pour que soit les gens, quand ils sont là, se déclarent, soit logiquement, quand on est au télétravail, on doit le mettre comme un jour de congé dans un outil. Et donc, finalement, comment on peut savoir qui est présent dans un bâtiment. Et ça, c'est un débat. Je pense que c'est un débat qu'on a aussi. Il y a quelques personnes qui sont dans les ERP. Moi, je suis incapable de savoir combien on est parce qu'on n'a pas de système de badge, etc. Et donc, les gens rentrent et sortent. Bon, voilà, pour donner un regard un peu différent et de ce qu'on peut attendre aussi de la RH lié finalement à ce nouveau mode de vie qui est le télétravail et qui est, nous, les gens peuvent prendre 2 jours avec accord du manager par semaine. Et donc, ils prennent un peu quand ils veulent. Oui. Non, c'est vrai qu'effectivement, c'est un sujet important, les exercices d'évacuation et la sécurité au sein de nos entreprises, parce que même au sein de Thalys, par exemple, on a essayé de travailler sur ce sujet, mais très difficile. Il faut trouver un logiciel qui nous permet d'identifier le nombre de personnes présentes pour effectivement mener à bien cet exercice d'évacuation. Il y a aussi le taux d'occupation qui est en train qui est en train de jongler. Il passe de, par exemple, 5-10% un vendredi, comme vous l'avez évoqué effectivement un mercredi, à parfois 90-90% en fonction effectivement de la présence de nos membres de l'Exco ou des membres du CODIR, parce qu'on veut bien participer à une réunion présentielle et tout, parce qu'on a une réunion d'équipe et on profite de la présence d'un directeur pour l'organiser. Et ça, c'est un élément très important parce qu'il faut organiser tout ça et garantir une place, donc on parle des utilisateurs, des collaborateurs, garantir une place assise, ergonomique,
pas forcément dans un bubble ou dans une petite salle de réunion, mais une vraie place ergonomique à tout le monde. Et c'est un exercice très difficile. Je sais qu'il existe plusieurs solutions sur le marché, des applications qui permettent effectivement de s'enregistrer à l'avance pour garantir une place, mais est-ce qu'on a la possibilité de la garantir à proximité de nos collègues directs avec lesquels on travaille beaucoup, ou est-ce qu'on va se disperser partout dans nos bâtiments? C'est un vrai enjeu, effectivement, auquel on est confronté aujourd'hui. Si je peux construire sur ce que tu dis, Beau, pour moi, il y a deux formes d'outils. Il y a l'outil utilisateur, justement pour réserver une place, que ce soit une place de bureau, de parking, etc. Et ça, c'est fort utile. Et nous, on l'a vu quand il y a une contrainte d'espace. Donc, quand il y avait la contrainte qui était liée à la distanciation sociale, etc., on a utilisé un outil pour garantir cette partie-là. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de contrainte d'espace, donc on ne l'utilise pas. Par contre, on utilise deux autres outils. C'est l'outil de space planning auquel tu faisais référence pour savoir qui est où, etc. Et ça, c'est lié directement avec notre système de badging. Donc, contrairement à une école, nous, pour entrer sur site, il faut badger, et donc c'est un contrôle unipersonnel qui est assez... il n'y a pas de moyen de rentrer autrement qu'en badgeant. Et ces informations nous donnent vraiment deux vraiment grosses lignes directrices. C'est la partie EHS. EHS travaille aussi avec cet outil de space planning, donc on a fait des projets avec eux pour dire toutes les personnes qui sont évacuateurs, secouristes et tout ça sont enregistrées dans cet outil, et donc on peut suivre finalement qui est où dans les bâtiments et quel jour. Oui. Donc, pour avoir justement cet équilibre en termes de nombre d'évacuateurs et autres. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on développe avec EHS. Et de l'autre côté, on a notre présence sur site qui va nous permettre, de donner une information en temps réel quasiment. Donc, pour exemple, on donne à 9h et à 11h les chiffres de présence sur site au niveau pour le catering. Comme ça, ils peuvent évaluer aussi et voir comment ils peuvent optimiser les productions. Et ça va plus loin, on se sert de ça dans un objectif à plus long terme, c'est-à-dire si on a besoin d'un revamping de bâtiment ou une nouvelle facility, ces chiffres-là vont pouvoir nous donner, en gros, quels vont être les ordres de grandeur pour dimensionner un nouveau restaurant, un nouvel espace de travail, etc. Donc la partie data ici est super importante. Je pense que c'est clé en tout cas pour les décisions maintenant et à venir. Elle est importante. Juste une petite remarque, elle est importante aussi pour les ressources humaines parce que ça va permettre, parce que là aujourd'hui on parle de la synergie entre ressources humaines et FM, donc elle est aussi importante pour les ressources humaines afin qu'on puisse effectivement anticiper peut-être l'adaptation d'une politique de télétravail. Si on a une politique de télétravail qui est basée sur 3 jours de présence sur site et que, par exemple, on estime que le taux de présentation dans nos locaux est en augmentation, ce qui est quand même positif, du coup, on a quand même cette communication qui sera très importante pour les ressources humaines afin qu'on puisse adapter revoir à la baisse, par exemple, le taux de présence ou le taux de télétravail au sein de nos entreprises. Et donc, raison pour laquelle la synergie doit être très importante et le partage de ces informations doit se faire d'une manière structurelle, effectivement, analyser les chiffres en permanence afin qu'on puisse évaluer, adapter la situation en fonction des besoins. Tout à fait, Beau. Mais donc, je suis de retour. J'ai juste éteint ma caméra parce que j'ai vraiment une mauvaise connexion alors que je suis en full Wi-Fi. Mais ce qui devient très intéressant, et chez Euroclear, c'est un cas très concret, c'est que donc, voilà, Facilities, dans la plupart des sociétés, suite au Covid, mais aussi dans l'évolution du monde hybride, a mis à disposition un outil. Ce que l'on voit, c'est que donc on a, je vais être synthétique, 2 catégories dans notre population. Nous avons les gens qui respectent l'outil, qui vont à la place qui leur a été réservée,
Puis, on a une partie de la population qui ne respecte pas l'outil dû à certaines des situations que vous donnez, comme il y a suffisamment de place, il y a suffisamment, il n'y a pas besoin d'être spécifique sur le poste de travail précis. Néanmoins, on sent de plus en plus que ça donne un conflit social. Donc, j'aimerais bien un petit peu avoir votre retour sur comment est-ce que vous gérez cela. Parce que d'un côté, on pourrait se dire, on va devenir des policiers et on va respecter à la lettre, un petit peu comme dans le Thalys. S'il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de voyage. Est-ce qu'on va être comme ça ou est-ce qu'on va laisser nos collègues HR résoudre ce problème humain et social? Voilà, j'aimerais bien un petit peu avoir un petit peu votre retour là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui, de notre côté, est au quotidien. Des places de parking pour pouvoir recharger sa voiture parce qu'on a un nombre limité. Voilà. On arrive de plus en plus dans une situation où, est-ce que je vais appeler d'un manque de respect? Non, mais peut-être un manque de collégialité du fait que, voilà, il y a suffisamment de place et pourquoi tu ne te mettrais pas ailleurs? Comment est-ce que vous gérez cela? Nous, à l'IESEG, je vais parler de deux façons. Nous, à l'IESEG, chacun a une zone, donc on n'est pas du tout en flex office. Et si on est en flex office, on le fait par bureau. C'est-à-dire qu'on fait du flex, mais par bureau. Mettons, à l'informatique, des fois, ils sont 8 développeurs. Aujourd'hui, il y a 6 places, ils s'arrangent et c'est du management. Après, pour voir un petit peu comment ça se passe dans mon ancienne boîte, là où j'étais à la Redoute en France, aujourd'hui, ils ont des bâtiments qui sont bien trop grands par rapport au télétravail. Donc, ils commencent, et donc ça, c'est de l'accompagnement du changement qu'il faut qu'on fasse avec la RH. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit on va ouvrir que 4 niveaux et pas 6. Et donc, les gens se répartissent sur les niveaux. Et ça a été aussi un enjeu dû à la sobriété énergétique et au fait qu'on devait baisser le nombre de kilowatts consommés, etc. Nous, pour la première fois, on a fermé une semaine à Noël. Ça a été exceptionnel. Bon, on a gagné l'équivalent de 2 ans d'une famille française en kilowatts et en gaz. Mais voilà, je pense que là, on est vraiment dans le nœud du changement du changement dans le travail. Et donc, il faut qu'on accompagne les collaborateurs dans ce sens-là. J'ai plus mon bureau avec les photos de mes enfants et un tableau à côté de moi, quoi. Et ça, c'est un changement. Tout à fait. Et ça, nous, on doit le faire en montrant des espaces de travail plus well-being, parce que quelque part, c'est quoi le désavantage et c'est quoi l'avantage? Et donc, derrière, il faut qu'on le travaille aussi avec la RH parce qu'il faut qu'on définisse des règles. Ouais. Et Philippe, juste avant que Beau continue, mais qui est l'initiateur de ce genre de discussion? Est-ce que c'est de ton côté la RH qui s'est dit, voilà, on a un élément sociétal, ou c'est Facilities qui a… Alors, toujours intéressant. Chez nous, à l'IESEG, c'est nous, c'est moi, en leur disant, écoutez, vous êtes gentils de recruter, mais je n'ai pas la place. Donc, il va falloir qu'on fasse du flex office. Et donc là, comme on est en plein changement, parce que nous, on va avoir cette année 14 000 mètres carrés de plus, on se réorganise. Là, dans certains bureaux partagés, des gens étaient dans des bureaux de 2 ou 3, je vais les mettre dans des bureaux de 6. Dans ces bureaux, je vais leur créer un coin un peu canapé, sympa, machin, où comme ils sont toujours assis, je vais leur créer un coin haut où ils peuvent prendre un café. On va créer des ambiances de travail pour ceux qui ont des espaces différents et plus open. Et un truc qui va changer la donne aussi, parce que les gens de l'accueil, ils n'arrivent jamais à avoir quelqu'un, parce qu'évidemment, quand ils sont pas au bureau, ils répondent pas au téléphone et ils ne transfèrent pas le téléphone, et tout le monde n'a pas un téléphone pro. Bon, là, on est en train de passer on est en train d'arrêter le téléphone en IP et on va passer par du téléphone via Teams. Donc, logiquement, même quand on est en télétravail, on devrait pouvoir contacter quelqu'un. Parce que vous savez comme moi que le télétravail est quelque chose de très intéressant puisqu'on est beaucoup plus efficace à la maison et on peut aller faire les courses de ce fait-là l'après-midi. Voilà. Ouais. Nous, chez Thalys, pour répondre à ta question, Frédéric, l'initiateur de ces initiatives, c'est absolument FM. Pourquoi? Parce qu'on a quand même
un regard sur le terrain, de ce qui se passe sur le terrain, et donc on a cette expérience et cette expertise. Et du coup, on parle de quand même un projet, un petit, on va dire, une équipe projet qui va travailler sur le sujet avec 3 principaux acteurs, FM, RH et le conseiller en prévention, afin qu'il peut nous donner le regard ergonomique et qu'on travaille conforme aux règles. La conception de nos bâtiments, lorsqu'on l'a fait il y a quelques années, dans le cadre d'un projet de réaménagement, est basée en fait sur ce qu'on appelle des villages. C'est-à-dire que, par exemple, en prenant le département finance, on a un village qui représente une vingtaine ou une trentaine de postes de travail. Et on sait que, par expérience, les collègues qui font partie de ce département vont se diriger vers cette zone et vont se mettre dans cette zone. On a travaillé pendant le Covid sur une application qui permet de réserver sa place à l'avance pour s'assurer qu'on a de la place, mais on a vite compris que les gens ne respectaient pas cette notion. Et du coup, dans notre communication en interne, on a en fait mis l'accent sur first in, first served. Donc, tu viens le premier, tu prends une place, parce qu'on a compris vite que les gens prenaient quand même, avaient une préférence pour, par exemple, une place à côté de la fenêtre ou un peu isolé dans le coin, etc. Et du coup, on s'est dit, voilà votre zone, donc par direction, et vous allez vous organiser en interne au sein de cette direction à votre meilleure convenance. C'est un petit peu le concept qu'on a voulu mettre en place chez Thalys. Sophie, peut-être de ton côté? Oui, un petit retour d'expérience chez Verspiren. En fait, on est en train de réaménager au fur et à mesure l'ensemble des plateaux du bâtiment. Alors, on a commencé en 2022 et c'est un projet qui va durer jusqu'en 2025. Mais justement, on intègre ces nouveaux modes de travail et le flex office également. Alors, je rejoins Beau. En fait, on applique aussi le même principe de réserver, enfin, en tout cas, d'avoir des zones qui sont non pas réservées, mais en tout cas attribuées par département ou par service, et ensuite charge aux managers et aux collaborateurs aussi entre eux de s'organiser, puisqu'on n'a pas prévu de poste, enfin, on n'est pas sur du 1 pour 1. Après, on n'a pas visé non plus très très haut, on n'est pas non plus à 50% de postes de travail, mais on est plutôt aux alentours de 85-90%. Donc, ça laisse quand même de la marge entre les congés des uns et des autres, le télétravail, etc. Mais ce sur quoi on a travaillé, notamment avec les services RH, c'est la mise en place de règles de vie dont les managers sont aussi le relais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on s'appuie aussi beaucoup sur les managers. Alors, il ne faut pas s'appuyer que sur eux parce que sinon, c'est leur faire porter aussi une trop lourde responsabilité, ou en tout cas, leur en demander beaucoup dans l'organisation du travail, qu'ils ont déjà aussi tout le management de leurs collaborateurs. Mais en tout cas, on a travaillé ces règles de vie en partenariat avec la RH, avec la com, avec les managers, et le principe étant effectivement de s'assurer. Alors, c'est souvent l'environnement de travail ou le FM qui est en première ligne. Quand ça ne va pas, quand il y a des réclamations, on s'adresse plutôt à nos services plutôt que la RH. Mais en tout cas, pour moi, c'est effectivement hyper important d'avoir défini ces règles de vie, mais ça ne doit pas venir que de l'environnement de travail. Ça a été vraiment un travail commun avec les différents services supports. Et ensuite de s'assurer que ces règles soient bien respectées. J'ai une question pour chacun d'entre vous qui me trotte la tête déjà depuis quelques temps. Donc, et le Covid a énormément fait évoluer les sociétés, et donc on est de moins en moins ce qu'on appelle en mode silo. Néanmoins, lorsqu'on regarde les organisations d'entreprise, on continue à avoir un département RH, un département donc services généraux, un département IT. Et donc,
lorsqu'on prend l'exemple, par exemple, d'un aménagement d'environnement de travail, les trois sont constamment concernés. Donc, on ne sait plus maintenant faire quelque chose sans la technologie. On a besoin de change manager pour pouvoir, donc, d'une situation d'il y a un an passer à une évolution d'une nouvelle manière de travailler. Est-ce qu'on n'est pas non plus ici dans un paradigm shift de devoir aussi peut-être revoir nos modes d'organisation et d'avoir peut-être un nouveau département qui prendrait les trois aspects les plus importants de ce qu'on appelle un environnement de travail adapté, c'est-à-dire une partie HR, une partie IT et une partie facilities, et non plus de continuer à avoir, comme dit Beau, ce challenge de communication entre trois départements tout à fait distincts et qui sont peut-être avec des ambitions complètement différentes, parce que l'un fait partie directement de la direction générale, l'autre fait partie de la direction financière, et le troisième, généralement IT, est un département indépendant. Comment est-ce que vous voyez cette potentialité d'une organisation qui évoluerait tout à fait dans une situation où on ne serait plus en silo? Je me permets de répondre parce que je trouve cette question magnifique. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un rêve d'avoir tous ces départements ensemble sous le même toit. Et il faut tomber sur la bonne personne, le chef d'orchestre qui va orchestrer tout ça, parce qu'il y a quand même, il y a l'IT, il y a le RH, il y a AFM, ce sont quand même des domaines différents qui nécessitent une approche différente. Mais partons de mon expérience personnelle. Moi, je travaille depuis presque 9 ans chez Thalys. J'ai commencé les 4 premières années chez la DAF, donc finance. Ensuite, j'ai basculé vers RH. Donc, la première période, j'étais le N-1 du CFO. Après 4 ans, le N-1 de notre DRH. Et aujourd'hui, je suis de retour chez la finance, vu l'organisation et vu la réorganisation et le mariage entre Thalys et Eurostar. Il faut dire que chaque directeur a un regard différent. Mettre tout le monde sous le même toit est quand même une chose très importante, intéressante, mais en réalité, c'est très difficile à gérer, Frédéric et les collègues. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des approches différentes. Le RH ne va pas aborder le sujet de la même manière que quelqu'un qui fait du FM. Le directeur financier, il va regarder tout d'abord les chiffres. Il va regarder le ROI, le Return on Investment, donc retour en investissement. Par contre, le DRH va regarder plutôt les réglementations, les règles, comment va-t-on voir un petit peu l'aspect juridique, l'aspect rémunération, etc., etc. L'IT est plutôt technique, vachement technique d'ailleurs. Donc, il ne va pas avoir forcément ce regard de management et tout. Et là, je parle du FM. Aujourd'hui, et surtout, je mets l'accent sur la période post-Covid, on a quand même un gros changement dans nos job descriptions. Pourquoi? Parce que le FM est confronté à un peu de tout. Il est très flexible, il est très polyvalent. Il doit vraiment travailler sur les différents sujets, l'ergonomie, la mobilité, le bien-être, etc. Et donc, vraiment, c'est un sujet très, très important qui va lui permettre d'avoir un regard, on va dire, général de l'entreprise. Mais je ne crois pas qu'il sera capable de manager la totalité, c'est-à-dire RH, IT et FM. Voilà. Donc, c'est un rêve, oui, pourquoi pas, mais c'est difficile à réaliser pour moi dans la réalité. Merci, Beau. Andy, peut-être de ton côté? Oui, ben, nous, on est, je pense que avoir RH, tech et FM, etc., sous un même toit, je pense pas que ça fasse du sens. Clairement, les métiers sont différents. Je vais prendre tech. Aujourd'hui, tech, qu'est-ce qu'on a comme tech? On va parler du PC et ça se limite à ça. Toute la partie audiovisuelle est déjà intégrée dans la partie facilities. Donc, quand on fait un aménagement d'un espace, on a déjà la main sur la partie audiovisuelle et les outils qu'on met à disposition pour la collaboration. HR, aujourd'hui, ont des challenges par rapport, et je parle ici au niveau d'un groupe international, à voir, il y a toute une partie vraiment R&D, une partie production, une partie services généraux,
Et je pense qu'ils ont vraiment un focus sur ce que tu disais tout à l'heure, c'était un peu la guerre des talents et comment attirer, retenir et tout ça dans des jobs, vraiment dans des, je veux dire, des domaines tellement spécifiques qu'aujourd'hui, on est plus partenaire dans un projet, et c'est un projet d'amélioration. Et le projet d'amélioration, c'est comment on développe, comment on améliore finalement la caisse à outils qu'on met à disposition de nos collaborateurs. Et autant on aide nos collaborateurs sur la partie maison et on le développe sur la partie travail en termes de workplace. Quand on parlait tout à l'heure de Smart Office ou de Flex Office, etc., je vois, on est passé il y a 10 ans au bureau partagé, où on avait des ratios de 8 sur 10. Aujourd'hui, on est en train de voir comment on adapte en fait notre outil de travail bureau aux nouveaux besoins. Donc, les nouveaux besoins, c'est-à-dire si les personnes aujourd'hui sont en télétravail, ils vont faire un job qui est plus administratif ou un job dans lequel ils ont besoin de concentration et tout ça. Ça va pouvoir se faire à la maison parce que c'est adapté. Quand on va revenir sur site, on va avoir besoin d'un espace plus collaboratif, plus convivial pour recréer des liens avec nos équipes, avec nos collègues, etc. Donc, l'aménagement en termes de workplace se fait dans un sens où on va encore descendre le nombre de bureaux, mais augmenter les espaces collaboratifs. Et ça peut être de l'informel, ça peut être des petites cabines téléphoniques, ça peut être améliorer les coffee corners, etc., pour justement créer ce lien. Et toujours avec un sens il faut donner du sens aux personnes. Revenir sur site pour se mettre dans un bubble et faire du Teams toute la journée, ça n'a aucun sens. Donc, les gens ne vont pas le faire. Par contre, si on crée quelque chose différent dont ils vont avoir besoin à un moment donné, et je veux prendre l'exemple, on est dans un pilote aujourd'hui, on a besoin de brainstormer, on a créé des salles de brainstorming, où on a retiré les tags, on peut écrire sur les murs, etc., où là, on met à disposition un outil, et ça fait du sens de venir, parce que l'outil est là en place pour répondre à un nouveau besoin. Et donc, c'est ça. Et par rapport à HR, c'est justement dans ce sens-là qu'on travaille avec eux vraiment d'une manière très fusionnelle, parce qu'on fait vraiment un pilote avec nos deux équipes, pour qu'eux se rendent compte des difficultés aussi, comment on lisse les mardis et le jeudi. Donc, on travaille avec des team agreements, comment on arrive à gérer les contraintes spécifiques à certains métiers. Je vais prendre la paye pour HR. Ils doivent tous être là 2 jours par mois. Donc, les autres départements ne vont pas pouvoir être là. Donc, tout ça, on le gère avec eux pour que quand ils vont recruter quelqu'un, ils vont savoir exactement de quoi ils parlent, ils connaissent les contraintes et ils connaissent aussi l'entièreté de la caisse à outils qu'ils vont pouvoir mettre à disposition des nouveaux collaborateurs. Donc, c'est comme ça qu'on le travaille. Sophie ou Philippe, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je suis en phase avec Andy, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs, s'ils viennent travailler, c'est pour l'aspect social du travail. Quand ils sont chez eux, l'aspect social, ça leur manque. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'on voit des espaces collaboratifs, des espaces de rencontres, des meetings. C'est super important. Et après, alors, le rêve de Beau, nous, on l'a à l'ISEG, puisque mon directeur, il est directeur de la RH et il est directeur de l'informatique. Donc, c'est vrai que des fois, quand on fait des cordeaux, on arrive à avancer tous ensemble. Mais voilà, c'est une école. On n'est pas une grosse entreprise. On est une école qui avait, il y a 10 ans, 1000 étudiants. Maintenant, on en a 7000. Donc, ça grossit tout doucement. On est passé de la PMI à la PME. Puis là, souvent, je leur dis, attendez, on forme des changemakers, mais il faut qu'on arrive à accompagner le changement aussi. C'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé, mais nous, on a cette chance-là et c'est vrai que, mais derrière, c'est toujours 3 entités qui doivent se parler pour conjuguer quelque chose pour les collaborateurs ou les clients, malgré tout. Parce qu'on ne parle pas toujours pareil. L'informatique et les services généraux ont toujours du mal à se parler, même s'ils sont au service des mêmes personnes. Et la RH, elle met de l'huile, ou elle aide. Et après, la RH a un vrai enjeu quand même, je pense, dans nos métiers, c'est de savoir garder les talents quand même. Parce que on a du mal sur le marché de l'emploi actuellement, on a du
mal à recruter. Et donc, l'objectif, c'est aussi réussir à garder les gens. Et finalement, garder les gens, c'est aussi avoir des espaces de travail ou des espaces de convivialité et un well-being qui fasse que les gens n'aient pas envie de partir. Et ça, c'est un peu l'enjeu de demain, je pense. C'est un petit peu sur quoi je vais rebondir et donner la parole à Sophie. Donc, dans ce qu'on appelle l'onboarding, hein, donc c'est le premier jour un nouveau collaborateur arrive. On voit de plus en plus que cet élément des 15 premières minutes, c'est-à-dire de l'entrée dans l'entreprise, est l'élément et le facteur crucial pour savoir, hein, en dehors de savoir s'il aura un bon manager ou pas, et s'il y aura une certaine collégialité, mais de plus en plus, on porte de l'attention sur le premier jour au bureau. Hein. Donc là, on met de plus en plus en avant non seulement une manière de pouvoir donc accueillir du côté RH les nouveaux collaborateurs, mais de l'autre, on demande de plus en plus à Facilities de peut-être créer un élément ou un événement exceptionnel comme le tapis rouge. Comment est-ce que vos sociétés, maintenant, avec cette guerre des talents, met les deux départements ensemble afin de créer ce momentum, cette expérience utilisateur ou employé pour être certain qu'on ne va pas le perdre dans les 6 à 12 prochains mois? Alors, nous, chez Verspiren, c'est effectivement le service RH qui accueille ou les nouveaux collaborateurs pour son premier jour. Alors, ce que je constate depuis quelque temps, c'est que même au moment de l'entretien, et où là, on a organisé même vraiment des journées ou des après-midi de recrutement, on fait visiter les locaux aux futurs collaborateurs ou aux nouveaux collaborateurs quand ils arrivent, voilà, pour leur présenter les nouveaux aménagements qui ont été réalisés, pour voilà, les mettre à l'aise aussi. Et c'est vrai que l'environnement de travail a son rôle à jouer, puisqu'on est là aussi un peu pour faire le guide, pour faire découvrir les différents environnements de travail, les différents services qui y sont proposés. Et ce qui est en place aussi chez Verspiren depuis quelques années, et on tend à faire évoluer le format, c'est ce qu'on appelle les Welcome Day. C'est-à-dire qu'on réunit au moins une fois par trimestre l'ensemble des nouveaux collaborateurs. Voilà, et c'est leur journée. Il y a un tas d'événements qui sont organisés avec un petit déjeuner d'accueil, etc. La présentation de certains services, l'intervention aussi de différents managers, et forcément, alors, c'est organisé par le service RH, mais encore une fois, l'environnement de travail a aussi son rôle à jouer, puisque au-delà même de préparer une salle de réunion ou les différents environnements pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions, on est là aussi pour voilà, expliquer aussi les règles de fonctionnement au sein des différents environnements, des différents sites aussi, puisqu'on essaie de le faire aussi, que ce soit sur le siège à Ouascal ou sur Saint-Denis, enfin sur nos bureaux parisiens. Donc voilà, encore une fois, on parle de marque employeur, de rétention de ces talents, mais je pense que l'environnement de travail, autant que la RH, a son rôle à jouer sur ce sujet. Merci beaucoup, Sophie. Andy, côté GSK? Côté GSK, on a aussi quand on a des nouveaux collaborateurs, on appelle ça les Induction Days. Mais pour rebondir sur comment on retient les talents, je pense qu'il y a trois facteurs qui sont importants. C'est d'abord que la job description et que le boulot que la personne va faire colle à la réalité. Donc ça, c'est déjà une chose qui est super importante, et ça se fait en collaboration avec le recruteur et HR par rapport à, OK, est-ce qu'on t'a vendu vraiment ce que tu allais faire? Et puis, il y a toute la partie, je veux dire, package et évolution, etc. C'est-à-dire quelle va être les formations qu'on va mettre à disposition des collaborateurs, les plans de développement qu'ils vont avoir,
comment tu vas pouvoir évoluer en termes de carrière, en termes de mobilité, parce qu'on est quand même dans un groupe international, donc on a ces opportunités de pouvoir avoir postulés sur des fonctions internes dans d'autres pays et autres. Et puis, il y a toute cette partie service qu'on va expliquer pendant ces Induction Days, où on va passer en revue qu'est-ce qu'on met à disposition des collaborateurs, c'est quoi l'environnement de travail, etc. Et donc, nous, on a la chance d'avoir sur nos sites des superbes espaces verts avec des espaces verts qui sont Natagora, etc. Donc là c'est vraiment un environnement de travail qui est vraiment top. On a un fitness, on a des caterings avec des caterings où justement on retravaille cette offre en permanence pour que ce soit attractif. Comment on arrive à se coller en termes d'offres au régime différencié des personnes, etc. On pousse le point sur la partie meeting et donc le coffee corner et autres prennent de l'importance, les outils qu'on met à disposition, les plans de mobilité, le fait d'aller vers une politique de voiture verte, etc. Et donc ça, on l'explique, on le démontre, et puis on donne aussi des liens aux managers avec, on a un service desk, donc une plateforme interne sur lequel ils vont pouvoir se retrouver et naviguer pour parcourir, et c'est des événements, en tout cas des fiches qui expliquent les services qui sont à jour, qui permettent de contacter les services owners pour les jours à venir dans leur entreprise. Et donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on met autour de l'arrivée et comment retenir, et c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution en fait. Donc c'est ça qui est important aussi, et c'est ça qui est intéressant dans nos métiers, en tout cas Facilities et HR, c'est de repenser en permanence et l'évolution et être agile en tout cas pour s'adapter aux nouveaux besoins. Je pense que c'est ça un peu la clé de notre synergie, hein, en tout cas HR et Facilities pour revenir au thème. J'aurais peut-être une dernière question et peut-être elle s'adressera moins à Philippe parce que donc toujours, tout dépend du type d'activité que notre société a. Mais si on devait se projeter entre 10 et 15 ans dans le futur, sachant que le mode hybride, et lorsque l'on voit le nombre de gens travaillant en télétravail, est-ce que ceci ne devient pas une menace pour le département Facilities, à se dire que peut-être dans 10 ou 15 ans, est-ce que le bureau de type classique existera-t-il encore? Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas déjà s'adapter à un autre type d'activité? Comment est-ce que vous voyez comment je peux le dire, notre fonction dans le futur? Enfin, moi, je peux continuer sur la lancée. Je pense que la place de la technologie va grandir. Donc, quand je vois déjà aujourd'hui ce qu'on a en place, donc on travaille de plus en plus avec la réalité virtuelle, que ce soit pour des formations ou autres. Donc, je pense que ça va venir aussi dans nos échanges collaboratifs. Après, en fonction des métiers et de l'environnement dans lequel on se trouve, nous, on fait de la production, on fait de la recherche. C'est les core business, et il y a les services généraux autour de tout ça. Donc, la partie FM sur site, peut-être que le nombre de personnes sur site simultanées va descendre, mais les besoins vont rester en place par rapport aux activités que nous avons sur site. Mais dans un futur à 5 ou 10 ans, je pense que le métier du FM sera toujours bien là. Il aura évolué et c'est à nous d'essayer d'être innovant ou en tout cas ou regarder un peu plus loin que le bout de son nez et surtout parler avec nos collaborateurs pour bien comprendre leurs besoins futurs et s'adapter pour que eux continuent à s'y retrouver et qu'il y ait toujours un sens à nos fonctions. Moi, je crois qu'avec un produit, voilà, oui. Oui, merci Frédéric. Je crois qu'effectivement, le métier ou le FM doit continuer à se réinventer à chaque fois parce que l'hybridation est une situation temporaire comme toutes les situations qu'on a vécues dans le passé. C'est pas qu'on va continuer à travailler de la même manière, non, ça évolue en permanence.
on sera certainement confronté à une nouvelle situation, peut-être d'ici 2, 3, 4 ans, 5 ans, raison pour laquelle je crois qu'il faut continuer à se réinventer. La flexibilité devient un élément très important dans la vie de chacune et chacun. Il y a quand même cet aspect d'équilibre entre vie perso et vie professionnelle à ne pas négliger, est un élément très très important pour le recrutement et le talent retention, donc la rétention des clients. Le métier du FM s'élargit, hein, donc il y a effectivement ce qui se passe dans nos bureaux, mais hors bureau, mais entre ce qui se passe entre le bureau et les autres sites ou par exemple à domicile. Donc il faut vraiment continuer à être créatif et donc proposer des innovations pour qu'on puisse effectivement retenir nos clients et mener à bien nos activités. Voilà. Philippe? Philippe est en ligne apparemment. Oui. Sophie. Voilà, Sophie. Moi, je rejoins Beau et Andy. Effectivement, nos métiers sont en perpétuelle évolution et donc c'est à nous de nous adapter à ces changements en termes d'organisation des modes de travail, etc. Mais si on refait un peu l'histoire, enfin, moi j'aime bien prendre l'exemple des services courriers, par exemple, qui était souvent une des activités, en tout cas chez Verspiren, c'était une des grosses activités des services généraux. Voilà, aujourd'hui, on reçoit beaucoup moins de courriers, mais ça ne veut pas dire que les collaborateurs qui traitaient ce genre enfin, qui avaient ces missions ne font plus rien aujourd'hui. Leur mission a évolué, ils traitent désormais de la numérisation et ils font d'autres choses. Donc, je ne crois pas une seule seconde à la disparition de nos métiers, mais par contre à leur évolution et on est effectivement en perpétuel. Voilà, il faut s'adapter à tous ces changements et être aussi à l'écoute. Et on parlait d'innovation, oui, c'est certain que ça doit aussi venir de l'environnement de travail, des métiers du FM, de proposer toutes ces innovations qui peuvent exister. Tout à fait. Je vois Sybille qui nous met sur le chat. C'est clair que donc la mobilité, hein, qui est vraiment une activité commune entre le département RH et dans certaines sociétés le département Facilities, hein, s'il y a la gestion de la flotte. On arrive dans ce shift d'avoir des voitures soit hybrides ou complètement électriques, avec tout un challenge de savoir où pouvoir les recharger. Est-ce que c'est au bureau? Est-ce que c'est sur un réseau de recherche dans le pays? C'est clair que, voilà, peut-être, comme tu dis, Sophie, on va shifter vers d'autres activités qui deviennent de plus en plus importantes. Et je pense que, vous l'avez mis en avant, la mobilité va certainement prendre sous différents aspects, parce qu'en Belgique, c'est un petit peu différent de la France, la voiture de société fait partie d'un salaire et il y a une partie fiscale très attractive pour les entreprises, mais aussi pour le collaborateur. Mais on voit aussi que Bruxelles devient comme Paris, une ville qui ne veut plus de voitures, et donc il faut trouver une alternative pour continuer à avoir d'un côté la guerre des talents et d'avoir de nouveau une forme d'attractivité en tant qu'entreprise, mais de l'autre côté, d'être dans l'élément sociétal conscient de ne plus pouvoir continuer à voyager et être seul dans sa voiture. Donc, je crois que effectivement, ce shift vers la mobilité est important. C'est ça, Frédéric. Moi, je me permets juste de rebondir sur cette demande de la part de Sybille. Je vois qu'elle est active en Belgique. Je gère le projet mobilité, Sustainable Mobility au sein de Thalys depuis 2022. Et on fait la distinction entre deux choses. Les voitures de société qui fait justement partie du package salarial en Belgique, un peu moins en France, hein. On en a quand même quelques voitures. Pour vous donner une idée, on a 5 véhicules en France et 65 en Belgique, donc quand même c'est énorme.
Pourquoi? Parce qu'effectivement, la Belgique est un champion dans tout ce qui est véhicules de société, mais la législation européenne est quand même plus ou moins la même chose. Elle est similaire en France ou en Europe, en France ou en Belgique. On est en train de favoriser, de stimuler les véhicules à 100% électriques à partir de 2025-2026. La défiscalisation sera uniquement pour les véhicules 100% électriques. Et là, du coup, ce que je peux vous dire concernant les places de parking, c'est que il existe des solutions avec des applications qui permettent de réserver à l'avance l'utilisation d'une borne de recharge. Donc, ça existe, mais pas beaucoup. Malheureusement, cette solution n'est pas très bien, on va dire, présentée sur le marché, mais c'est un élément très important, la mobilité, un élément en commun pour RH et FM, parce que le RH va le présenter dans le package salarial. Le FM doit en fait travailler sur les équipements et les éléments nécessaires qui permettent d'utiliser donc l'infrastructure. C'est un élément très important pour les deux et pour la collaboration entre les deux départements. Voilà. Tania, je te redonne la parole parce que je pense que le webinaire se termine. Super. Merci à tout le monde. En effet, il est midi déjà. Ça va vite quand c'est intéressant. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont peut-être des rendez-vous ou des autres choses prévues, mais je veux quand même encore laisser une question du public s'il y en a encore, parce que c'est toujours très agréable de savoir si les participants ont une question. Non, je ne vois rien dans le chat. Alors, je veux remercier les intervenants et Frédéric pour la discussion très intéressante. C'est toujours très agréable de voir et très intéressant de voir le regard croisé franco-belge. Et je trouve que on voit les différences, mais on voit aussi énormément de synergie et énormément on travaille pareillement. Voilà, en effet. C'était comme on avait dit dès le début, c'était le 3e webinaire entre Belfa et ID. On va sans doute encore organiser un 4e. S'il y a des suggestions que vous dites, tiens, ça c'est une topic, j'aimerais bien que les deux associations discutent. S'il vous plaît, envoyez-nous envoyez-nous les propositions et on peut en discuter. Et voilà. J'avais juste une question qui était rentrée. Fred, je ne sais pas si tu veux... Oui, est-ce que c'est mieux? Est-ce que savoir mieux gérer les consommations d'eau pour les FM et la détection? Je pense que c'est une question, pas pour cette webinaire-ci. Hein? C'est ça. Je me disais, Tania, qu'on pourrait, tout au long du webinaire, il y a eu pas mal de questions évoquées et des pistes évoquées. Je pense qu'on pourra peut-être les creuser et également cette dernière question pour peut-être refaire un webinaire cette année. Tout à fait. Très bien. Bon, merci à tout le monde. Je vous souhaite tous une très bonne journée et à une prochaine fois, j'espère.